Bonjour et bienvenue sur 697 IA. IA comme intelligence artificielle. Alors, rassurez-vous, on ne va pas donner des cours de code, on ne va pas décrypter des algorithmes, on ne va pas faire de théorie. Parce que tout simplement, l'IA, c'est comme l'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'IA, il n'y a que des preuves d'IA. C'est un peu l'esprit de cette émission. On est sur le terrain, on est concret, générique. Nous sommes à Chalon-sur-Saône, dans les anciennes usines Kodak, émission en public, merci d'être venus si nombreux, avec un jury, souriant mais implacable. Tout à l'heure, devant eux, vont plancher 3 startups. Ils auront quelques instants pour essayer de vous convaincre. Et puis, dans cette première partie d'émission, un intervenant. Il est professeur à l'école Grenoble École de Management. Et surtout, il est membre, ce qui nous intéresse ce matin, il est membre de la Smart Building Alliance, une association unique en France, on n'a pas réussi à faire ça à l'étranger, qui regroupe tout ce qui concerne la ville intelligente de demain. Vous savez, ça regroupe les métropoles, les bureaux d'études, les architectes, les entreprises de bâtiments, évidemment, les énergéticiens, j'aurais du mal à le dire. Je vous demande d'accueillir Olivier Luzetti. Olivier est venu nous rejoindre. Merci d'être là avec nous. Smart Building, pour ceux qui ne parlent pas couramment anglais, le bâtiment intelligent, la ville intelligente. Ça va? Ça existe? On peut se poser la question. Justement, je ne voulais pas parler de Smart Building Alliance, je voulais parler plutôt de l'intelligence des citoyens et l'intelligence des usagers finalement de la ville et du bâtiment. Parce qu'on peut encore aujourd'hui se demander s'il y a de l'intelligence dans les bâtiments sans l'intelligence humaine. Donc c'était un petit peu l'angle d'attaque que je voulais avoir sur ce sujet. Il n'y a pas de Smart Building, il n'y a que des Smart Citizens. Exact. Et comme on dit également, dans les personnes qui s'occupent du bâtiment, on appelle ça la maîtrise d'ouvrage. Et nous, on insiste sur le fait qu'il devrait y avoir la maîtrise d'usage. C'est-à-dire on devrait axer plus la ville auprès des usagers pour éviter des rejets, et on en parlera tout à l'heure, de la population. Vous avez 10-12 minutes, ça vous va? C'est parfait, c'est parfait. Donc voilà, tout le monde le sait aujourd'hui, il y a urgence. Il y a une urgence principalement climatique. 7 humains sur 10... Non, excusez-moi, un humain sur 7 vit dans une des 100 plus grandes villes au monde. 80% d'émissions de gaz à effet de serre est issue de la ville. 80% de la consommation énergétique est issue de la ville. De plus en plus de maladies chroniques se répandent dans les villes. Donc on voit aussi toutes les personnes qui sont sensibles aux ondes, les électrosensibles. Il y en a 15% en France, ça représente près de 3 millions de personnes. Donc il y a urgence, quelque part, à penser citoyen au sein de la ville intelligente, pour que la ville devienne vraiment intelligente. C'était l'accroche du départ. Alors j'ai eu la chance de travailler effectivement auprès de différentes structures dans le domaine de la ville intelligente. J'ai eu l'expérience de situations difficiles, justement, où on a planté des projets, parce qu'on a foncé la ville intelligente d'en haut, on a essayé de l'imposer sur les citoyens, et on n'a pas impliqué finalement les citoyens à son juste niveau. Alors des exemples concrets, notamment qu'on a pu avoir nous sur Lyon, c'est dans des quartiers où on a essayé de mettre en place des tablettes auprès des citoyens pour qu'ils puissent maîtriser mieux leur consommation. Ça a eu quelques résultats, on va dire quelques 10% d'économie, mais pour un très faible pourcentage de personnes qui l'ont utilisé. Pour la plupart, ils l'ont rejeté parce que ça ne venait pas d'eux. Ça ne correspondait pas à un besoin. Ou en tout cas, ce n'était pas leur besoin à laquelle ils ont pu participer. On a toutes ces problématiques que l'on voit aujourd'hui dans l'actualité de ces compteurs communicants, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour le gaz, pour l'électricité, où il y a vraiment une opposition, presque une révolte aujourd'hui, presque populaire. Donc il y a des collectifs qui se montent contre ce genre de choses.
Donc je pense qu'il faut être conscient, effectivement, d'impliquer le citoyen dès le départ dans les projets d'avenir, surtout qu'il y a urgence climatique, urgence pour la santé, pour le bien-être des citoyens. Donc c'est un peu la réflexion qu'on mène aujourd'hui. Et l'idée qu'on a aussi, je fais partie d'un collectif de tiers-lieux. Alors peut-être définir le mot tiers-lieu qui est important, c'est-à-dire que il y a le lieu du domicile, où certaines personnes d'ailleurs travaillent. Il y a le lieu de travail, c'est-à-dire l'entreprise. Et de plus en plus, on en a 320 sur la métropole de Lyon. Le tiers-lieu, c'est un tiers, donc c'est un lieu tiers où justement les gens se retrouvent pour travailler, pour innover. Donc ça intègre à la fois le télétravail, ça intègre l'innovation, et dedans on intègre justement les grands groupes, et on revient à la Smart Building Alliance, les startups et les indépendants. Et on peut imaginer, et c'est l'objet des cours que je donne à Grenoble Economy Management, c'est de l'innovation collaborative. Olivier, on y travaille, est-ce qu'on peut aussi y vivre dans ces tiers-lieux ? Alors, dans ceux que je citais, non, mais effectivement, il peut exister dans des habitats participatifs des sortes de tiers-lieux où les gens y habitent. Il peut aussi exister des tiers-lieux où les gens se cultivent ensemble, des salles de spectacle qui peuvent être effectivement des tiers-lieux. Oui. On considère qu'ils travaillent, mais c'est sur le plan culturel. La thématique là, que j'abordais aujourd'hui, c'était principalement des lieux tiers où on peut travailler ensemble. Et comme je l'expliquais, c'est des grands groupes, des start-up, des indépendants, des usagers qui vont réinventer la ville de demain ensemble. Donc ça sera beaucoup plus participatif. On revient à la ville de demain, à la ville intelligente ? Exactement. Et donc ce qu'on peut proposer comme métaphore, comme image, bien entendu, c'est l'idée d'une télécommande unique qui nous permettrait de commander tous les services au sein d'une ville, au sein d'un bâtiment, au sein d'un ensemble de bâtiments. Attendez, donc c'est basé bien sûr sur le smartphone. J'éteins tous les lampadaires ? Voilà. Bien entendu, si on n'a pas les droits, on ne le fait pas, mais si on est le service éclairage d'une ville, pourquoi pas ? Si déjà aujourd'hui il y a les luminaires intelligents, c'est-à-dire qui s'éclairent uniquement au fur et à mesure que vous progressez, on peut imaginer s'il y a une agression quelque part que certaines zones soient plus éclairées pour permettre aux forces de l'ordre, aux caméras de pouvoir situer une zone. Ça peut être le bruit, ça peut être les odeurs, ça peut être la qualité de l'air, il y a tout un tas de capteurs. En fait, la définition, même si je n'ai pas voulu parler de Smart City, la définition de la Smart City, c'est une ville principalement avec des bâtiments équipés de capteurs, des capteurs de température, des capteurs de qualité de l'air, des capteurs, pourquoi pas d'ondes, etc. Et qui permettent donc, avec des actionneurs, etc., qui permettent d'automatiser certaines procédures. Donc cette télécommande, on peut l'imaginer comme étant... alors pourquoi j'ai parlé de la télécommande ? Parce que c'est la métaphore que je voulais mettre derrière cela. C'est pour qu'à l'image de ce qu'on a sur nos smartphones, on peut choisir les applications que l'on veut. On n'a pas à nous imposer telle ou telle application. Donc il faut que cette télécommande, elle soit ouverte, connectée et surtout interopérable. C'est-à-dire que chaque opérateur ne doit pas être propriétaire, ne doit pas s'imposer sur ma télécommande. Je peux choisir... Et quelles applis alors ? Alors, des applis très simples pour... je rentre dans un bâtiment, je veux avoir accès à un service, je veux avoir accès à une salle, je veux avoir accès je veux rencontrer quelqu'un, etc. Donc, je peux immédiatement, sur mon appli, pouvoir savoir à quel étage une salle est libre, à quel endroit je peux me réunir. Si je veux trouver une personne, souvent dans les grands immeubles, c'est pas toujours évident. Bien sûr, on peut lui téléphoner, mais si on veut savoir dans quelle salle il est, etc., on peut... Alors, l'idée aussi qu'il y a derrière, c'est ce qu'on appelle la technologie du mash-up. Alors c'est un mot un peu technique, mais c'est cette télécommande, elle irait chercher toutes les applications existantes. Donc elle irait chercher les agendas partagés, elle irait chercher un planning d'occupation des salles, elle irait chercher la température des salles. Donc par exemple, si le matin, dans tel endroit, à tel étage par exemple, il n'y a personne qui se réunit avant 11h, c'est peut-être pas la peine de chauffer tout l'étage dès 8h qu'on va attendre. Et en fonction, si quelqu'un a prévu d'arriver 1 heure plus tôt, automatiquement, le système de climatisation ou de chauffage peut se déclencher. D'autres services très intéressants qui peuvent être apportés dans la ville intelligente, dans le bâtiment intelligent, c'est tout ce qui, on appelle les services de Safe City, hein, tout ce qui touche la sécurité. Donc c'est surtout quand on est dans des grands bâtiments, qu'on a peur de se perdre, où il y a un problème, il faut évacuer rapidement, ça va nous permettre de se repérer pour savoir plus facilement les issues de secours, même si elles sont déjà physiquement quelque part, mais ça peut aider. Pour les secours, ça peut aussi aider à savoir qui est dans le bâtiment, à quel endroit il faut le secourir et quels sont le dimensionnement des forces de secours qu'il faut mettre en place. Donc c'est se repérer,
et repérer. C'est des services qui, à mon avis, sont aussi très, très intéressants. Alors après, là, c'est plus pour les services municipaux, mais encore une fois, nous, dans notre souhait, c'est que ça soit appuyé par les conseils citoyens au sein des communes. C'est-à-dire qu'il est en train de se mettre en place, et Dijon est en pointe là-dessus, je crois qu'il y a Rennes également, Lyon. C'est ce qu'on appelle des hyperviseurs. Hyperviseurs, donc ils font de l'hypervision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une ville, il y a une vingtaine de services municipaux. Et souvent, ils sont un peu en silo, indépendants. Il y a un incendie, il y a une inondation, il y a un vol, il y a je ne sais pas quoi, il y a plein de choses qui se produisent. Il faut bloquer les parkings, il faut bloquer les rues, etc. Donc aujourd'hui, c'est un peu en silo. Et l'hyperviseur, c'est comme une application quelque part, la même sur cette télécommande, qui permet de centraliser tous les services, informer tous les services immédiatement de toute situation qui peut se passer. Et ça, c'est smart. Ça peut être smart, effectivement. Alors smart, je précise bien sûr pour ceux qui ne le savent pas, c'est la notion d'intelligence. On dit smart pour dire intelligent, mais c'est pour ça que je précisais bien l'intelligence, c'est l'humain qui peut l'avoir. Donc cette notion d'hyperviseur qui aujourd'hui se développe dans les villes, on peut imaginer qu'on est nous-mêmes notre propre hyperviseur dans notre main. Alors je commanderais quoi ? Alors après, bien sûr, tous les services on peut commander tous les services de conciergerie, par exemple, mais ça aussi, c'est pas nouveau. Encore une fois, c'est juste que retrouver en même endroit tous les services à notre disposition. On peut commander des produits dans les différentes AMAP. On peut tout type de service. Mais le principal, quand même, faut pas oublier, c'est plutôt vraiment économie d'énergie, qualité de l'air, bien-être au travail. Je pense qu'il y aura pas mal d'applications là-dessus. Je cherche une salle de sport, je cherche à faire du sport, je cherche à rejoindre quelqu'un qui fait du yoga dans une tour de je ne sais pas combien d'étages et il y a 10 000 personnes. Plus facilement, on peut se repérer et repérer d'autres personnes avec qui partager certaines activités. Mais vous n'avez pas l'impression que tout cela existe déjà ? Même embryonnaire, mais que ça existe. Oui. Je choisis mes applis. Il y a évidemment un directeur des services techniques de la ville qui coordonne les différents services. L'hyperviseur, il existe déjà ? Alors, l'hyperviseur tel que je viens de vous le décrire, il y a moins de 5 villes en France qui l'ont, donc il existe, mais il n'est pas quand même déployé partout. Toutes ces applications, effectivement, elles existent, mais elles sont disparates, elles sont des fois sur des systèmes propriétaires différents, il faut aller les chercher à droite, à gauche. Là, l'idée, c'est de les mettre sur une application, sur un même smartphone, qui deviendrait la télécommande de la ville. Mais derrière cette métaphore, je reprécise encore, c'est vraiment l'idée de dire le citoyen choisit ces applications. Très important pour que ça puisse se développer. Et derrière ça aussi, dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui, vous devez le savoir, il y a énormément de gens qui créent eux-mêmes leurs propres applications, puis qu'après ils les posent sur les iOS là. Et ben c'est le même principe. On peut imaginer que chacun peut créer son application localement, etc., et mettre à disposition d'une commune. Et ça, c'est important de savoir que ça ne concerne pas que la ville. Ça peut concerner donc les hôpitaux, les universités, parce qu'on parle de smart hôpital. Donc dans un hôpital, c'est pareil. On a du mal des fois à se localiser. On a du mal aussi bien pour les soignants, les aidants que les malades. Donc dans les universités, c'est pareil. On peut imaginer ce genre d'application. Mais la première leçon, c'était ce que vous disiez au début, il ne faut pas imposer. Non. Ça ne sert pas, on donne des tablettes à tout le monde, ils n'en veulent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, il faut proposer. Il ne faut pas imposer des compteurs chez les gens malgré qu'ils ne le veulent pas. Et on a bien vu encore récemment qu'effectivement ce genre de choses a été... Quelques mots encore ou on vous soumet au régime des questions ? Je voulais terminer peut-être sur l'avenir en fait de ce qui va se passer aujourd'hui. Donc cette révolution qui se passe dans la ville intelligente aujourd'hui, va faire naître de nouveaux métiers. Et ça, c'est intéressant. Et j'en ai identifié 3 parmi les centaines qui arriveront. Puis en plus, on ne sait pas encore tous, mais parmi ces métiers, donc il y aura l'opérateur de service, justement, celui qui va apporter tous ces services agrégés sur une même plateforme de services. Il y aura beaucoup de tiers de confiance. Parce que la blockchain est une réponse, mais la blockchain est un système automatisé, un petit peu anonymisé, donc moi qui prône vraiment la mise au centre de tout, de l'humain. Donc le tiers de confiance. Ce serait un notaire ou un banquier ? Ça sera un citoyen ou un collectif de citoyens, parce qu'il y a toutes les problématiques de RGPD, protection de la data, de la donnée, parce que tous ces capteurs, ils possèdent beaucoup de données. Donc si les citoyens consentent, ils ont un bénéfice, ils gagnent de l'argent. Parce que selon certains sondages, ils sont très intéressés. Ça m'intéresse beaucoup. Oui. Ils sont très intéressés d'avoir donc de l'argent contre des données. Donc s'ils participent, ils peuvent être acteurs. Donc tout ce qui touche la protection de la donnée, donc le tiers de confiance. Aujourd'hui, c'est les métropoles qui jouent ce rôle. Oui.
Mais il y a quand même encore une suspicion sur la neutralité de la métropole. Bon. Donc là, ça enlèverait tout ça. Et puis les traffic managers, c'est-à-dire ceux qui vont analyser les flux, qui vont optimiser les flux. On le voit aujourd'hui, donc il y a les piétons, les voitures, les bus, les trottinettes, les vélos en libre service, les voitures. Et donc là, il y aura besoin, là aussi, de traffic managers qui s'appuieront sur ces télécommandes pour... Vu le commerce illicite qu'il y a dans certains quartiers, on va peut-être trouver un autre titre que traffic manager, flux manager peut-être. Oui, oui, tout à fait. Mais ça sera créateur d'emplois. C'est juste. Les questions? Allez-y. Oui. Alors attendez, je ne vous ai pas présenté, mon Dieu. Je vous en prie. Non, parce que les gens qui vont vous questionner ne sont pas n'importe qui, c'est des spécialistes et ils connaissent tout sur le bout des doigts. Bonjour. Comme ça met la pression. Bonjour, Vincent Lemonde, directeur technique du cluster Robotics Valley. Robotics Valley. Oui. On essaye de pousser la technologie au sein d'entreprises industrielles locales. La technologie dans l'industrie. Oui. Industrielle et locale. Voilà. Quel beau métier. Alors, on va continuer le tour de table et je vous rends la parole. Bonjour, Anne Pouyenavac, je représente Boostignon, incubateur de start-up locales et internationales. Incubatrice. Yes. Fabien. Bonjour, Fabien Habert, donc président d'Innobiz, un accélérateur et un incubateur aussi dans le sud Bourgogne, et aussi président d'une société Kinetti Technologies de mobilier et logiciels interactifs tactiles. Philippe. Philippe Mougel, directeur général de EMA Industrie, une des sociétés du groupe Galilée qui fabrique de la machine spéciale et automatisée, et directeur de la technologie et de l'innovation pour l'ensemble du groupe. Dans l'industrie, hein. Toujours dans l'industrie. Dans l'industrie. Et Dominique? Dominique Adria, j'accompagne des entreprises innovantes dans leur accélération, autant sur leur posture managériale et de dirigeants que sur leur business. Vous accompagnez les jeunes pousses. Exactement. Et vous les poussez à être meilleurs. Je pousse les jeunes pousses. Alors, la question qui vous brûlait les lèvres, pardon. Les Smart Cities, c'est un champ d'exploration assez important pour les startups. De quelle startup auriez-vous besoin pour booster le développement des Smart Cities? Alors, je crois que ça, dans la continuité de ce que je viens de dire, effectivement, tout ce qui concerne les agrégateurs de différents services, parce que là, je pense qu'il y a des besoins ergonomiques importants, il y a des problèmes juridiques aussi très importants, parce que je pense que le problème numéro un sera aussi très, très juridique, en fait. L'operating system dont vous parlez, de la télécommande, il est déjà réalisé? Il y a déjà des gens qui sont sur le... c'était la métaphore, en fait. Hein, oui, d'accord. Mais il y en a besoin? Il y en a besoin, d'accord, bien sûr. Vous dites que ça sera un problème juridique, un problème techno. Vous n'avez pas l'impression que c'est d'abord un problème politique? Quand vous dites il faut rendre le pouvoir aux citoyens, qui est leur télécommande, il n'y a pas de technologie intelligente, il n'y a que des citoyens intelligents, il faut qu'ils aient le choix. Mais vous êtes un furieux politique, mon vieux. C'est pas la techno qui nous intéresse. Il y a deux manières de voir la politique. Personnellement, je l'ai reçu comme étant le mot d'origine politis, vie de la cité. La vie de la cité. Et alors là, oui, tout je fais la politique. Mais pas l'autre, par contre. Surtout pas l'autre. Ben oui, mais comment voulez-vous... Donc là, mais la vie de la cité qui est reprise en main par les citoyens, je pense qu'effectivement, ces outils sont un magnifique facteur de ceci. Et il faut justement craindre de l'autre catégorie de politique pour tout faire pour nous imposer des systèmes qui n'iront pas vers cette démocratisation, vers cette reprise en main des citoyens, parce qu'ils en auraient trop peur. Les citoyens sont également des électeurs, et comme vous le dites, ils sont smart, ils sont intelligents. Philippe. Comment ne pas exclure une certaine catégorie de la population en axant le relationnel uniquement sur, enfin pas uniquement, mais beaucoup sur la technique? J'entends, et c'est une très bonne question, et là-dessus on y est très sensible, c'est pour ça qu'on parle de tiers-lieux. Oui. Et je n'ai pas précisé, mais on va même labelliser des tiers-lieux solidaires, parce qu'on considère qu'effectivement on peut accueillir tout type de public, et surtout les publics, on va dire, qui sont dans la fracture numérique. Oui. Et le tiers-lieu est le lieu propice à cela, parce que c'est pas chez eux qu'on ira, c'est pas dans les entreprises, puisqu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas forcément de lien avec les entreprises. Donc le tiers-lieu sera le lieu d'accueil. Et on imagine même des tiers-lieux dans les associations type ONG. Donc on travaille là-dessus, notamment sur Lyon, pour justement. Et je suis même convaincu, alors là pour le coup c'est ma conviction personnelle, qu'effectivement ces personnages sont très très pertinentes pour imaginer la ville dont ils ont besoin. Ils ont tant besoin, oui. Et dans lesquelles on les a un petit peu oubliés. Oui. Dans leur service de base. Voilà, mais c'est bien et là, ça sera vraiment une ville intelligente, quand on aura intégré tout type de personnes, tout type de besoins, et pas seulement ceux d'en haut qui ne voient que leurs propres besoins.
Dominique Moi, je trouve effectivement la perspective de toute façon inéluctable et aussi intéressante. C'est vrai que qui dit grande ville dit pollution, dit besoin de végétalisation, besoin de lien social. Donc je pense que vous avez beaucoup parlé de lien social, mais peut-être en matière de grande direction contre la pollution, contre l'hyper-circulation, la densification des villes. Est-ce que les citoyens, eux aussi, ont des choses à dire? Parce que je pense qu'il y a, comme dit Jérôme, quelque chose comme de l'investissement public. Alors, oui, il y aura toujours de l'investissement public, mais s'il y a un fort investissement citoyen, les choses seront facilitées. Oui, enfin, c'est pas eux qui font les métros et les lignes de bus. Oui. Mais c'est quand même eux qui agissent sur un choix, métro ou tram par exemple, c'est quand même le citoyen qui... Oui, en fait, c'est un groupe d'influence. Ça peut être intéressant. Voilà. Je vais voir s'il y a des questions dans le public. Oui, oui, jeune homme. Bonjour. Quel est votre prénom? Quentin. Quentin. Quel âge? 14 ans. Votre question? Pourquoi il y aurait que les villes et pas les villages intelligents aussi? Ah, que voilà une bonne question. Une très bonne question. Tu habites dans un village? Oui. Avec ta maman? Oui. Alors? Ah, c'est très très intéressant. Alors effectivement, à la Smart Building Alliance, on a créé une commission justement sur ce qu'on appelle Smart Territoire, puisqu'en fait, ça concerne les stations de ski, ça concerne les volcans d'Auvergne, enfin ça concerne tous les territoires. Et effectivement, il n'y a aucune raison, c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi on dit Smart City. C'est comme s'il y avait Stupid Village et Smart City. Tu habites dans un stupide village? Bah, s'ils ne sont pas smart, ils ne sont pas en position stupide. Donc effectivement, nous, on est contre ce genre de choses. C'est pour ça qu'on pense qu'effectivement, les technologies sont autant au service des communes, des petites communes que des grandes villes, en fait. Et on pense aussi à mettre en place des connexions entre les différents... toujours cette télécommande, alors oui, effectivement, je me suis fait piéger dans ce que j'avais dit aussi, j'ai dit télécommande de la ville, mais on pourrait dire la télécommande de son territoire, c'est-à-dire partout où je circule, la télécommande peut m'aider à trouver le bon tiers-lieu pour pouvoir travailler sans se déplacer, sans être obligé de descendre à travailler à Lyon. On peut très bien travailler dans n'importe quelle région, avec tous les outils à notre disposition. Donc non, il n'y a surtout pas de stupid village. Fabien. Vous avez parlé des... C'est bon, ça marche. Vous avez parlé des usages et comme quoi il fallait se centrer sur les usagers. Quels sont les usages les plus disruptifs que vous voyez pour les 10 prochaines années dans la Smart City? Ouais. Alors ça c'est vrai, parce que je parlais de maîtrise d'usage, on parle de haute qualité environnementale et c'est très important, mais nous on parle de haute qualité d'usage, puisque quelque part l'échec aujourd'hui des nouvelles technologies, c'est le taux d'adoption, c'est-à-dire c'est pas le tout d'inventer des super choses que personne n'utilise. Oui. Et on dit souvent une innovation, c'est une création qui rencontre un très grand marché, donc nous un usage, c'est un bon usage, c'est celui qui rencontre le plus de gens qui vont vouloir adhérer, quoi. Donc aujourd'hui, ce qui marche très bien, c'est l'optimisation des espaces par exemple. Donc ça, avec des applications, il y a des grosses demandes et il y a des entreprises qui arrivent à économiser jusqu'à 30% de leur espace grâce à ces applications. C'est les consommations énergétiques. Donc là aussi, excusez-moi pour un mot encore très technique, mais c'est ce qu'on appelle le smart grid, hein, qui est sur un réseau intelligent. Un réseau intelligent d'énergie. Où aujourd'hui, par exemple, il y a des choses très intéressantes qui se font entre un hôpital qui émet... entre une usine qui est à côté d'un hôpital qui émet de la fumée. Cette énergie fatale peut être récupérée pour fournir de l'énergie auprès de l'hôpital qui est à côté. Et donc ce smart territoire a du sens. Donc ça aussi, tout ce qui est répartition d'énergie, puisqu'elle ne peut pas se stocker, autant elle soit bénéficiaire tout de suite à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment des services temps réel que peut permettre cette télécommande. Olivier Luzetti, le temps nous manque, hélas. On a bien compris que c'était une floraison d'idées, de possibilités, que ça allait dans tous les sens, aussi bien la vie simple, politique que l'énergie. Vous restez avec nous parce qu'il faut qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, mais on ne va pas s'ennuyer parce que dans un instant, il y a 3 startups, 3 jeunes pousses qui vont se mettre sous le feu des projecteurs. À tout de suite. Merci. Deuxième partie de l'émission, vous connaissez le procédé. 3 startups, 3 jeunes pousses qui ont 3 minutes pour convaincre devant un jury, souriant, implacable, mais professionnel. Ah, au fait, comme tous les mois, les résultats du mois précédent, ça n'a pas été simple, parce que le jury est très divisé sur 2 startups. Et vous, le public, parce que vous devez, et vous avez voté, vous étiez dans le même cas. 2 startups arrivent
en tête toutes les deux à quelques points de différence. Donc on a décidé que les gagnants étaient à la fois jury et à la fois grand public. C'est Quentin, vous vous rappelez de Quentin Ancry et de Rida Bourgi? Ils avaient fait RoboVision France, c'est une canne connectée, une canne intelligente pour les aveugles, pour les malvoyants. Ça c'est le premier gagnant, on pourrait presque dire ex aequo, puisque vous étiez tous d'accord avec le grand public, avec Leslie Marel qui faisait BioMarel. Là c'est une assistance pour les handicapés moteurs. Tout un système d'assistance, là aussi avec beaucoup d'électronique et de beaucoup de connectés. Mais au fait, Philippe, qu'est-ce qu'ils gagnent ou qu'est-ce qu'ils vont gagner? Puisque pour le moment, ils ne sont que présélectionnés. C'est un prix qui vous ressemble. En fait, c'est un peu un prix à votre image. À l'image de Galilée, c'est du sur-mesure. Oui, alors ce qu'ils gagnent, outre un prêt d'honneur... Un prêt d'honneur? Oui. Combien 25 000 € pour le premier. Pas mal. Pas mal. Ils gagnent surtout un accompagnement d'industriels. En fait, le groupe Galilée, c'est un groupe de 24 sociétés industrielles, a pris l'option de mentorer, d'accompagner des jeunes start-up. Alors pour nous, c'est une fenêtre sur la jeunesse, tournée sur l'avenir, sur l'innovation. C'est une formidable source de connaissances, de progrès pour nous. Mais voilà, nous, ce qu'on propose surtout, c'est d'accompagner de façon industrielle tous ces jeunes. Très concret, vous êtes sur le terrain, vous savez ce que c'est que l'industrie, vos conseils seront précieux, concrets et précis. Clairement. Alors, on va accueillir le premier candidat, vous l'écoutez, 3 minutes, vous lui posez toutes les questions et vous décidez ensuite. Je rappelle que vous, téléspectateurs, vous pouvez et vous devez voter sur 697 IA, le code internet, vous le connaissez par cœur. Bonjour Manuel. Bonjour. Prêt? Prêt. Bien préparé? Oui. Bon c'est grand oral, on y va alors. Allez, c'est parti. Notre premier candidat, il a 34 ans, il vient d'une école d'ingénieur, l'INSA à Rouen. Il habite à Cannes, il s'est jeté dans sa start-up depuis 3 ans. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Manuel Beaulier. Bonjour. Vous connaissez le principe, 3 minutes pour expliquer et pour convaincre. Top chrono. Bonjour, donc je suis Manuel Beaulier, un des cofondateurs de la société Tesic. Je vous remercie de m'accueillir sur ce plateau afin de vous permettre de nous présenter notre société Tesic, mais aussi notre ambition d'entreprise, qui est de permettre l'accès de tous, pour tous et à tout moment, à une eau de qualité. L'accès à l'eau est un droit fondamental, et bien que les Nations Unies l'aient inscrit comme objectif prioritaire, aujourd'hui près d'un quart de la population mondiale, donc 2 milliards d'habitants, utilisent une source d'eau contaminée. Notre solution, notre projet, traiter l'eau au point d'usage, c'est-à-dire schématiquement, au moment et à l'endroit où on le consomme, au robinet. C'est pourquoi nous avons créé Tesic en 2016, en créant Uvoji, le premier réacteur de désinfection d'eau français, breveté, utilisant la technologie LED UV, étant une véritable rupture technologique dans le monde du traitement d'eau. Ce n'est pas une rupture technologique. Depuis très longtemps, on désinfecte l'eau avec des lampes à UV. Alors la rupture technologique, elle est justement dans les avantages, qui est grâce à la LED UV, on peut traiter l'eau à la demande, de manière instantanée, et un des plus importants, sans aucune maintenance. J'avais des ampoules, j'ai des LED. C'est exactement le même processus d'il y a 10 ans quand on passait de la lampe à l'ampoule, à la LED, pardon. L'utilisation de la LED nous a permis de miniaturiser les composants et donc le produit. L'utilisation de la basse tension, donc du 12 ou du 24 volts, nous permet de le coupler aux énergies solaires et de le rendre autonome énergétiquement. L'eau, c'est aussi le premier vecteur de propagation d'épidémies. C'est ainsi que nous travaillons avec les associatifs et les humanitaires, comme le prouve notre récent partenariat signé avec la Croix-Rouge française, pour développer nos produits sur leur terrain d'intervention, mais aussi dans leurs centres médico-sociaux. Ce produit est aussi particulièrement adapté à un usage domestique, pour les zones qui n'ont pas l'accès à une eau viable ou potable de par l'absence d'infrastructures, la vétusté des réseaux ou la contamination des nappes. Ainsi, en l'utilisant sous son évier, un utilisateur peut bénéficier d'une eau de qualité et ainsi réduire sa consommation de bouteilles plastiques, ce qui lui permet de faire des économies, tout en diminuant son impact environnemental. D'un autre côté, nous travaillons aussi avec les industriels qui distribuent l'eau au point d'usage, donc ça va être les fontainiers, les nébulisateurs, les brumisateurs, les kiosques à eau, qui ont besoin d'un étage de sécurisation dans leur système pour se prémunir d'une éventuelle contamination bactériologique.
Aujourd'hui, la compacité de nos produits, le traitement à la demande et instantané sont des atouts pour nous pour aller sur ces marchés. Vous l'avez compris, avec notre produit, on souhaite avoir de l'impact, un impact sur l'accès à l'eau, mais un impact aussi environnemental, puisqu'avec nos produits, on permet de diminuer la consommation de plastique. C'est pourquoi nous avons lancé un vaste plan de développement industriel et commercial, centré autour d'une levée de fonds, en partie via une plateforme de crowdfunding, un système participatif qui colle parfaitement aux valeurs de notre entreprise. Et donc... Top. Désolé. On dit 3 minutes, c'est 3 minutes pour tout le monde, hein, car vous avez un petit peu débordé. Juste avant que le jury vous pose des questions, quelques considérations techniques. Ça pèse lourd, ça coûte cher, ça fait quel débit? Alors ça pèse à peu près 1 kg. Ça coûte cher, ça coûte entre 300 et 700 euros suivant le modèle, la taille et si on l'équipe de filtre. Un ratio à ramener aussi avec la consommation de plastique de bouteilles des gens, qui est aux alentours de peut-être 700-800 euros par an, mais on ne s'en rend pas compte. Le débit? Et alors on monte jusqu'à 0,5 m3 et on va d'ici la fin de l'année arriver au mètre cube ou 2 m3. Et pour avoir 500 litres d'eau à l'heure, combien de watts? 70 watts. Une vieille ampoule, une grosse ampoule. Une vieille ampoule, sauf que là vraiment c'est quand l'eau elle passe, ça s'allume, quand l'eau passe plus, ça s'éteint. Donc il faut voir que dans une journée, imaginez-vous le temps que vous utilisez un grand robinet, quoi. Pardon de vous avoir pris la parole. Cher membre du jury, qui veut... Est-ce que vous avez déposé un brevet ou oui, qu'est-ce qui empêche les autres d'utiliser des LED également? Alors il y a d'autres personnes qui font... Il y a 2 concurrents directs qui ont eu un rôle d'évangélisation sur la composante LED, un qui est au Canada et un qui est aux États-Unis. On a un brevet pour notre produit et notre utilisation qui est déposé en France, enfin qui est en France et déposé à l'international. Dominique? Il y a 2 marchés que vous avez évoqués, le marché des pays développés, et là la lutte, c'est plutôt la lutte contre la consommation de bouteilles plastiques, et le marché des pays en voie de développement où il existe une consommation d'eau risquée avec des bactéries. Vers quel marché vous orientez-vous stratégiquement en priorité? Alors en fait, on a plutôt un marché qui va être celui du particulier, ou qui va être vers des canaux de distribution avec des distributeurs, donc ça va être le particulier pour son robinet. Sur l'Europe, ça va être en effet pour les gens qui utilisent des puisages, des forages, un bateau, un camping-car, et des applications qui sont plutôt à l'étranger, où là vraiment, nous, on ne se rend pas forcément compte en France, mais l'eau au robinet n'est pas potable, quoi. Et après, le deuxième canal, c'est plutôt le B2B, avec, comme je disais, les distributeurs sur lesquels on va attaquer en direct. Et on a aussi, bien sûr, l'ONG. Aujourd'hui, la priorité, elle est avec les ONG, parce qu'on a un partenariat avec la Croix-Rouge française, et sur le B2C avec des distributeurs. On en a en ce moment à l'île Maurice pour l'océan Indien. On est en train d'en fidéliser sur l'océan Pacifique vers la Polynésie. J'ai une question. Si vous êtes candidat ici, c'est pour vous passer de quel stade à quel stade? Alors aujourd'hui, c'est vraiment les premiers retours terrain nous montrent l'attrait du produit. On commence à vendre depuis octobre 2018. On veut avoir une dimension vraiment internationale sur notre produit et développer donc de manière commerciale et industrielle l'entreprise en conséquence. Une dernière question. C'est fabriqué où? En France, à Montpellier. Juste, vous avez dit qu'il n'y avait pas de maintenance, par contre vous avez dit qu'il y avait des filtres, en général, ça Alors fonctionne. en fait, voilà, la technologie, elle tue tout ce qui est bactéries, micro-organismes, donc ça va être les bactéries, les virus, les spores, etc. Maintenant, si vous prenez une eau de forage, vous allez avoir des particules, des odeurs, des goûts. Ça, c'est de la filtration qui est classique, voilà, c'est ça. Savon actif ou filtre? Exactement. Donc après, nous, on les met. On a une cartouche 2 en 1 qui permet de traiter ça, quoi. Allez, une dernière question. Tout va bien, Philippe? Tout va bien. Tout va bien. Merci. Bravo, Manuel. On a tout compris. Merci. Et ben maintenant, on va vous demander de vous retirer parce que je vais avoir l'avis du jury. Merci. Je crois qu'on peut vous applaudir. Bravo. Alors, sans préjuger de votre vote final, impression à chaud. Philippe? Je me pose juste une petite question. Ils sont bien avancés dans leur développement. Ouais. Et je me demande si on est en mesure de leur apporter encore quelque aide que ce soit. Bonne question, hein? Le produit est top. Allez, on passe tout de suite au deuxième candidat. Bonjour Philippe. Bonjour. Fin prêt? Fin prêt.
Bon, bah, faut pas oublier le drone pour la démonstration, on y va? Et on y va. Allez, c'est parti. Deuxième start-up à plancher sous le feu des projecteurs, et il s'appelle Philippe Crochat. C'est un jeune homme, enfin, un homme qui a su rester jeune, vous allez voir pourquoi. Il a 42 ans, il était salarié. Et puis, il y a 3 ans, il s'est dit, allez, je me jette à l'eau, et il a fondé sa petite entreprise qui s'appelle Anémos Technologies. Sa formation, ingénieur à l'École supérieure d'électronique de Paris. Vous voyez que ça mène à tout. Philippe Crochat, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Je vous présente notre drone. Ça, un drone? C'est un drone bien particulier. Un drone qui a la particularité d'avoir une motorisation en bout de pale. J'y reviens. Oui. Vous connaissez tous le marché du drone, mais le marché du drone aujourd'hui a un énorme problème. C'est que l'autonomie est limitée à 20 minutes, 20-25 minutes. Ça va bien pour un usage de loisir ou pour un usage semi-professionnel de prise de vue aérienne. Par contre, ça pose un réel problème pour un usage professionnel. Imaginez un ouvrier qui soit obligé de s'arrêter toutes les 20-25 minutes pour prendre sa pause déjeuner. Alors, comment se fait-il qu'on y arrive? Comment ça marche? Ce drone, comme je vous ai dit, a la particularité d'avoir des moteurs en bout de pale, ce qui permet un gain de masse qui est très conséquent. Ce drone-ci pèse 200 grammes, alors qu'un drone équivalent du marché pèse au bas mot 500-600 grammes. Oui. Ça tourne tout le temps. Non, il me semble. Et très bonne question. Si je mets ma caméra en dessous, ça va un petit peu perturber les téléspectateurs. Ça va tourner sans arrêt. Très bonne question. Oui, on vous présente une technologie. C'est un drone qui est à vocation pédagogique. Ce n'est pas le drone qu'on commercialise, bien entendu. Celui qu'on commercialise vraiment fait plus de 2 mètres de diamètre. Ah oui. Et encore, vous faites bien de le mentionner, on ne commercialise pas de drone, on commercialise une technologie qui peut s'adapter à plusieurs types de charges utiles. L'autre particularité, c'est qu'on a un gain en autonomie, mais on a aussi un gain en force de levage. Ça peut être un compromis entre les deux, suivant le besoin du marché. Une aide pour le drone. C'est une aide pour le drone. Il fait son boulot, oui. Et puis vous le soutenez un peu. Exactement. Nous, c'est une voilure tournante qui va assurer une force de portance. Point, barre. Mais cette force de portance peut porter pendant beaucoup plus longtemps qu'une technologie classique. Cette technologie a une longue histoire, une histoire qui date de 1914 et qui, à l'époque, avait du mal à éclore parce qu'on n'avait pas les moyens technologiques en termes d'électronique, en automatique et en termes de matériaux composites qu'on a aujourd'hui. Maintenant, grâce à l'électronique, on arrive à une sorte de miracle qui est au moins un doublement de l'autonomie des drones. On passe de 20-25 minutes à plus d'1 heure. Les premiers essais qu'on a faits sont d'un vol de plus de 45 minutes, quasiment 1 heure. Le temps est écoulé. Question très rapide. Votre modèle fait 2 mètres? Oui, très bonne question. En fait, on peut cuisiner notre technologie à toutes les sauces. Ce modèle fait 60 cm de diamètre. On a un modèle de 2 mètres de diamètre, on en a un autre de plus de 4 mètres. On n'est pas limité grâce à cette technologie. On peut avoir tout à fait un modèle de 10, 15, 20 mètres de diamètre si jamais on avait un besoin de très forte force de levage. J'ai un copain qui planche sur le taxi volant. Il a un problème de portance, ça pourrait l'aider. Tout à fait. Il fait son boulot dans son coin et il y a un petit truc en plus. Tout à fait. En fait, c'est une onde antigravitationnelle, votre truc. Merci en tout cas d'avoir tenu le timing. Les 3 minutes sont à peine dépassées. Des réactions, des questions. Philippe. Oui, une question. Où on en est au niveau de la législation du vol, en fait? Manifestement, je vois beaucoup d'intérêt industriel à ce drone. Maintenant, la question législative doit se poser. Oui, tout à fait, elle se pose, mais la législation évolue dans le bon sens. En sens où on va de plus en plus, et ça va de pair avec l'intelligence artificielle, on va de plus en plus vers des vols autonomes. Non seulement aujourd'hui, les vols autonomes ne sont pas permis, demain ils le seront, et ça sera peut-être même éventuellement une obligation dans quelques années, d'avoir des vols autonomes. Pourquoi? Parce qu'un ordinateur de bord est plus fiable qu'un être humain. Moi je voulais demander, en cas de panne d'hélice, qu'est-ce qui se passe? Oui, merci de poser la question. En cas de panne d'hélice, en fait, il y a les 2 autres moteurs qui prennent le relais naturellement. Il n'y a aucune communication compliquée entre eux, mais c'est simplement que chacune des pales est indépendante. C'est-à-dire que si on a une qui tombe en panne, ça continuera à voler, même avec un seul moteur sur les 3. On a fait même un essai où on a décroché une pale, on l'a laissée battre dans l'air, et elle était juste rattachée par ses fils électriques. Donc autant vous dire qu'on pensait que ça n'allait vraiment pas fonctionner, ça volait quand même. Ce modèle-là, il soulève combien? Et votre modèle de 2 mètres, il soulève combien?
On a une courbe qui est vraiment exponentielle en fonction de la taille du drone. Plus la taille du drone est importante, plus les gains espérés seront importants. Ici, sur ce petit drone, sa vocation pédagogique, les gains sont minimes, ils sont existants mais petits. Sur un drone de 2 mètres, on a un gain en x2 en termes d'autonomie et de force de levage, au minimum. Mais en poids? x2 en poids, c'est-à-dire que... Vous me soulagez de combien? Eh bien, combien voulez-vous qu'on vous soulage? On fera une voilure aussi grande que vous désirez. Je voudrais 10 kilos. 10 kilos? Parce que je travaille chez Amazon, pour pas le dire, le poids moyen des colis que voudrait livrer monsieur qui vous savez, c'est 10 kilos. 10 kilos? 10 kilos, c'est 4 mètres. 4 mètres de diamètre. Pour un drone de 5 kilos. Ça, c'est la bonne nouvelle. Une question? Si vous vendez une technologie, finalement, quels sont vos clients et prospects? Le marché est tellement vaste que les clients potentiels sont vraiment variés. L'armée, la sécurité civile, l'inspection de la vie sauvage, en fait, toutes les applications nécessitant une automatisation accrue et une autonomie accrue. Et aujourd'hui, donc, vous avez déjà des cycles de vente initiés? On a des cycles de vente, en début de cycle de vente, oui, avec certains acteurs, je ne peux pas nommer, qui sont sous NDA. Bon. Qui commence par un A et qui se finisse par zone? On ne peut pas en parler. Voilà, tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions en public? Oui, monsieur, je vous en prie. Parlez bien du micro. Merci. En fait, on en est proche. Merci pour la synthèse et la qualité de la présentation. Je me demandais, c'est pas que je sois favorable, mais si vous avez réfléchi aux applications militaires. Bien sûr, bien sûr. Certains de nos prospects sont des prospects dans le domaine militaire. Il ne faut pas le regretter. Oui, ah non. C'est la défense. C'est la défense. Non, non. La sécurité. La sécurité, c'est un immense marché. Immense. Dominique, je vous vois très souriante, épatée par ce toujours jeune homme. Moi, j'adore les histoires de reconversion de salariés vers l'entrepreneuriat, surtout quand elles sont successful, comme on dit en anglais. Moi, j'ai une question. Comme vous êtes en fait dans une sorte de dynamique ascendante, c'est le cas de le dire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore comme progrès d'innovation à faire, que vous pourriez faire avec des partenaires? On a l'automatisation des vols, puisqu'on parlait tout à l'heure d'automatisation, de se passer des pilotes et de faire des choses de plus en plus autonomes, de plus en plus intelligentes. Donc sur ces 2 volets, on a des progrès à faire, sur le volet d'automatisation et sur l'intelligence artificielle. Et de quoi vous avez besoin maintenant, du coup? On a besoin de partenaires industriels pour pouvoir leur résoudre leurs problématiques d'autonomie. De clients. De clients. Des partenaires industriels, vous êtes plutôt bien tombés. L'environnement est plutôt favorable ici, je voulais dire que ça. D'autres questions? Ben, merci Philippe, et bonne chance et bon vol. Tenez, je vous rends le modèle pédagogique. Je reprends. Merci. Si jamais... Vous n'êtes pas tombée amoureuse quand même de son cursus professionnel, Dominique? Non. Non. Réaction à chaud. Le produit lui-même et l'homme. Belle histoire? Belle histoire d'homme, oui. Marché gigantesque. Énorme marché, mon Dieu, mes aïeux. Bon, on en reparle. Hein. D'abord, on fait le point avec le 3e candidat, tout de suite. Alors, Gabriel, bien prêt, bien préparé? Prêt. Bon, bah alors on y va. C'est parti. 3e candidat. Alors, il a un métier qui n'existait pas il y a 10 ans, pour dire que vraiment on est dans la jeune génération. Il est data ingénieur. Ça n'existait pas, hein. Il a 22 ans. Il est ingénieur en alternance à Polytech Sorbonne. Et il se propose, alors, il va nous expliquer mieux le produit, un système pour contrôler, industriel, ça va vous plaire, pour contrôler la qualité des produits. Grâce à l'intelligence artificielle, contrôler et même prédire la qualité des produits. J'en dis pas plus, je vous demande d'accueillir Gabriel Henry. Gabriel, venez nous rejoindre. 3 minutes, pas une seconde de plus. Bonjour, je m'appelle Gabriel Henry, je suis donc data engineer à Dataswati. Notre métier, c'est de faire de la prédiction de qualité pour les processus industriels. On travaille notamment sur le marché agroalimentaire, qui est un marché énorme, qui représente plus de 1000 milliards d'euros par an en Europe. C'est un marché qui ne connaît pas la crise. Et puis d'ici 2050, on prévoit d'être 9 à 10 milliards d'êtres humains à nourrir sur Terre. Alors pour illustrer un petit peu les propos que je vais vous tenir, je vous ai apporté une petite surprise.
Je suis un industriel et je produis ce genre de petits pains. Et vous, ce que vous attendez de moi, c'est que ce pain ait toujours la même forme, la même couleur, et avec des applications comme Yucca, vous attendez aussi qu'il y ait de moins en moins de colorants, de pesticides, ce genre de choses. Le bilan pour moi, c'est que mes marges sont faibles, l'énergie me coûte de plus en plus cher, et la qualité de la matière première que me fournissent mes agriculteurs est variable, due au changement climatique qu'on a déjà pu observer. Pour obtenir ce résultat, je dépense 5% de mon chiffre d'affaires en surqualité pour garantir ce niveau de qualité, justement. Notre solution à DataSwati propose de diminuer cette dépense de 5 à 2% en quelques mois. Donc vous allez me demander comment, parce qu'il n'y a pas de magie. L'idée, c'est que les industriels ne peuvent pas mesurer en temps réel la qualité de leurs produits. Si on prend ce pain, typiquement, on ne peut pas connaître en temps réel le temps optimum de pousse de la pâte de pain, le temps optimum de cuisson, ou bien des indicateurs sur une potentielle contamination microbienne. Notre métier, notre solution, c'est d'apporter ces informations plus tôt aux industriels afin qu'ils puissent optimiser leur process et générer des gains économiques, énergétiques, tout type de gains. Aujourd'hui, notre produit est prêt, il a fait ses preuves, mais le problème, c'est que piloter une industrie via des prédictions, ça reste un changement très fort, si ce n'est disruptif même pour les industriels, qui ont du mal à prendre le pas. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces industriels, de leur expliquer ce que je viens de vous présenter et de les accompagner dans ce changement à travers de la formation ou même, et c'est mon métier, le diagnostic de leurs données. Est-ce qu'ils sont prêts à utiliser et à recevoir notre produit? Voilà. 2h30. On a plein de questions à vous poser. Qui commence? Monsieur l'industriel? Oui. Vous savez qu'au cœur de 697 IA, on a un incubateur, forcément, et un doctorant. On vient de signer un contrat CIFRE pour un jeune doctorant, et son sujet d'étude, c'est ça. Et c'est ça sur les outils d'une des sociétés du groupe, Escoffier, qui fabrique des outils de roulage. Et on cherche à connaître, à prédire la durée de vie des outils et à améliorer la durée de vie des outils. C'est exactement ce qu'on fait, utiliser justement ces informations pour apporter ces indicateurs. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Je me décide moi-même d'ailleurs à poursuivre sur une thèse CIFRE avec DataSwati. Plus là sur une valeur qui nous tient à cœur, c'est toute la valeur écologique, apporter des profits aussi écologiques que économiques. Évidemment. Mais ça veut dire qu'il faut travailler les data en amont. Prenons l'exemple du pain que vous preniez, c'est avant même que la farine n'arrive, ou quand elle arrive, regardez quel va être le temps de cuisson. Ça suppose un savoir-faire formidable de boulanger et d'industriel. Exactement, c'est une coopération tant avec les industriels qui ont un cœur de métier et qui connaissent leur process, et nous, un côté data. On va avoir non seulement l'étude de leurs données personnelles, mais des données environnementales, la météo qu'il y a eu pour des agriculteurs ou ce genre de choses. Vincent? Pardon, Dominique. Si je comprends bien, il y a une partie éducation de vos clients. Exactement. En quoi consiste votre offre exactement? Comment vous la structurez? Alors, au départ, notre offre consistait simplement à apporter notre produit et cette prédiction. Mais on s'est très vite rendu compte que le marché n'était pas encore assez mature. Il y a besoin d'accompagner les industriels dans ce changement. On l'accompagne en 2 points. Le premier point, c'est une formation qu'on fait à différents types de publics. On va s'adapter, expliquer les use cases de l'IA dans l'industrie, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Et puis un deuxième point, la diagnostic de leurs données. C'est-à-dire, est-ce que les données qu'ils ont actuellement dans leur industrie permettent la prédiction de cet indicateur. Si rapidement on voit qu'on ne permet pas la prédiction, on n'a pas à s'engager directement et aller partir faire de l'intelligence artificielle. Il y a déjà un travail en amont à faire sur les datas, sur leur mise à disposition, etc. Et vous n'allez pas jusqu'à l'appareillage du processus industriel pour la remontée de données, l'acquisition et le traitement des données? Alors non, on ne va pas jusque-là, ça, on a des partenaires qui le font très bien. On utilise aussi tout l'écosystème des industriels, essayer de remonter leurs informations avec leurs outils. Un industriel a déjà plein d'écrans de supervision, il n'a pas besoin d'une solution supplémentaire.
Nous, l'idée, c'est vraiment de s'intégrer dans l'écosystème. Pour la boulangerie industrielle, je suis bien d'accord, ce n'est pas toujours le cas. Et vous avez déjà identifié en tout cas les industries qui sont mûres, qui ont en tout cas ce niveau de qualité de données agrégées? Alors oui, nous historiquement on vient plutôt du monde de la cimenterie et des eaux usées. On a identifié le marché de l'agroalimentaire qui est, comme je vous l'ai dit, énorme. Et en client, en tout cas sur l'agroalimentaire, on peut parler de l'eau, du lait, avec des risques de contamination. Et là, la valeur n'a plus de prix sur le sensibiliser et prédire la contamination. Et on peut parler aussi de fromage ou de malterie. Exact, parce qu'en fait, eux, ils sont habitués à guérir plutôt qu'à prévenir. Donc ça révolutionne la façon, effectivement, d'adresser, de gérer leurs prods. Ouais. Dominique? Est-ce que, comme vous avez évoqué Yuka, il y a un aspect social, de création de communauté, d'embarquer le grand public dans votre stratégie? Alors, pour l'instant, on est vraiment sur de l'industriel. Au-delà des formations qu'on apporte aux industriels, il y a aussi, nos fondateurs font des formations en école pour préparer justement les nouvelles générations à ces métiers, à l'IA. Qu'est-ce qu'on présentait justement et ouvrir les portes aux jeunes qui rentrent dans le monde de l'IA. Vous êtes combien aujourd'hui? On est une dizaine. Et combien de cas d'usage, combien de scénarios vous avez réalisés? Exactement, je ne saurais pas vous dire. Dans l'agroalimentaire, ceux que je vous ai cités ont été réalisés donc au lait, malterie et fromage. Et puis on peut citer précédemment les eaux usées et le ciment. Donc, votre entreprise DataSwati, à quel âge? Elle a 3 ans. Quel chiffre d'affaires du coup? Le chiffre d'affaires, je ne l'aurai pas en tête. Okay. Votre rôle? Moi, je suis data engineer, donc je suis en fait l'interface entre l'industriel et les data scientists qui développent l'intelligence artificielle. Et vous êtes le seul? Je suis actuellement seul et on recherche aussi à agrandir nos équipes, tant sur de la data engineering que sur de la data science. Votre prochaine étape dans la croissance, c'est quoi? C'est vraiment d'amener à maturité les industriels pour qu'ils comprennent l'enjeu de notre outil. Voilà, le pilotage par la prédiction, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau qui n'est pas fait encore. Il faut apporter les industriels à cette solution. Allez, une dernière question, parce qu'on va y voir sur le temps. Tout va bien? J'ai la chance de connaître un petit peu DataSwati et effectivement, j'essaye de faire l'intermédiaire entre des industriels un petit peu loin de cette compréhension et ces solutions innovantes. Donc je suis déjà un peu conquis. Déjà un peu conquis, hein, vous le connaissiez un petit peu. Merci, merci Gabriel. Merci à vous. Merci pour le temps, les questions sont simples, les réponses sont parfaites. Formidable, on peut vous applaudir. Bravo. Je vous en prie. Parce que j'ai besoin d'un peu d'intimité pour connaître les réactions à chaud. J'ai l'impression que je vous vois conquis. Ah oui, oui, très bon sujet. C'est tout à fait dans le cœur de notre activité, en tout cas sur l'innovation, c'est clair. Moi, j'aime bien le côté multidimensionnel, formation et participation à la fabrication. Et le prédictif également me séduit beaucoup. Bon, je ne vous demande pas parce que vous êtes un peu jugé parti hein, sur ce coup-là. Mais voilà, bon, c'est déjà la fin de cette émission. Le jury, dans un instant, va se réunir pour déterminer parmi les 3 startups qu'on vient de voir, quels sont le gagnant, quel celui qui est. Mais vous n'êtes pas le seul à voter, vous n'êtes pas le seul à élire, parce que vous qui nous regardez, les téléspectateurs, on a besoin de votre vote. C'est très simple, il suffit de faire 697, 697 IA. On a besoin de vous, de votre participation. Quelle est d'après vous la startup, la jeune pousse qu'on a vue, plancher aujourd'hui, qui mérite le plus d'avoir un petit coup de pouce, un petit booster. Et puis profitez-en, si vous voulez, participez à l'émission. En gros, avoir la chance, non pas seulement de participer à l'émission, mais de rencontrer toutes ces startups derrière et les membres du jury. Parce que mine de rien, ce qui se passe hors antenne est aussi intéressant que ce qui se passe à l'antenne. Sur le même site, 697 IA. On se retrouve le mois prochain. On voudrait dire plein de merci à tout le monde. Il y a plein de gens formidables qui travaillent autour de ce micro-organisme, de cet écosystème formidable et généreux. On voulait les remercier tous. On a inventé un truc génial, ça s'appelle le générique. Au mois prochain, bye bye. Je dirais à une start-up comme la mienne qui souhaiterait venir se présenter qu'il n'a vraiment rien à perdre à venir ici. Qu'il a tout à gagner parce que c'est une expérience qui sera de toute façon enrichissante. Super, des projets vraiment intéressants. Que l'émission, vraiment, elle est gagnée par la bonne humeur. Une émission très intéressante. Ça a été une super expérience, autant professionnelle que personnelle. Les 3 personnes qui sont venues, c'était vachement intéressant. Ça a permis de découvrir tous les enjeux économiques, industriels.
Et ouais, franchement, j'ai bien aimé. Vraiment très intéressante, aussi bien sur la première partie que sur la deuxième partie. Donc, je suis venu à cette émission parce que j'étais curieux de voir ce qui pouvait être proposé comme parmi les startups dans l'industrie 4.0. C'est vraiment ce qu'on cherche, c'est vraiment ce qu'on veut voir. J'ai trouvé ça assez intéressant de voir les porteurs de projets et l'intervenant aussi. Dans tous les cas, c'est que du positif. J'ai trouvé cette journée à la fois instructive, intéressante, mais aussi un peu décapante quand même. Je dirais à notre entreprise de venir sans hésiter, on est très bien reçus et c'est une très belle expérience. J'ai appris pas mal de trucs et j'ai trouvé ça cool. Ah, j'ai bien aimé, c'était cool. Moi j'adore. Super.